Grandir à Neuilly-sur-Seine au sein de la famille de Rochemont impliquait de comprendre sa place dans la hiérarchie familiale dès l'âge de 7 ans. Ma petite sœur, Victoire, était l'enfant prodige incontesté. Elle possédait la beauté saisissante de notre mère, Béatrice, et le talent terrifiant de notre père, Charles-Henri, pour l'ascension sociale. Victoire était préparée pour briller dans la haute société parisienne, tandis que moi, j'étais simplement là. J'étais l'élève brillante et discrète, la fille qui avait séché le bal des débutantes pour apprendre la programmation et qui avait quitté le domicile familial à 18 ans pour intégrer Polytechnique avec une bourse partielle, en cumulant 3 emplois étudiants pour payer le reste. Mes parents n'ont jamais considéré mon indépendance comme une qualité, et pour eux, mon désintérêt pour les mondanités des cercles parisiens était une insulte personnelle. Lorsque j'ai fondé ma start-up spécialisée dans les logiciels de logistique au milieu de ma vingtaine, ils ont opiné du chef poliment avant de me demander quand j'allais enfin trouver un mari convenable. Ils l'ignoraient, car je ne leur ai jamais dit, mais 3 ans plus tard, j'ai discrètement revendu cette entreprise à un immense conglomérat technologique nommé Dumont et Lambert pour une somme qui a radicalement changé la trajectoire de mon existence. J'avais 28 ans, j'étais financièrement indépendante et totalement libre. C'est lors des dernières étapes de ce rachat d'entreprise que j'ai rencontré Gabriel. Gabriel Lefebvre était un architecte brillant et pragmatique qui m'aimait pour mon caractère affirmé et ma détermination sans faille. Nous nous moquions du statut social ou de l'idée de jouer un rôle devant un public. Quand il m'a demandé en mariage un mardi pluvieux dans notre appartement partagé du 11e arrondissement de Paris, c'était tout simplement parfait. Nous avons passé les 8 mois suivants à organiser un mariage élégant et intimiste dans la vallée de la Loire. Nous avions réservé une magnifique grange historique, engagé un traiteur locavore et fixé notre date au 14 septembre. C'était dans un an. Nous avons envoyé nos invitations, payé nos acomptes non remboursables, et pendant un bref et fugace instant, mes parents ont semblé sincèrement heureux pour moi. Puis Côme de Saint-Véran a demandé Victoire en mariage. Côme était exactement ce dont mes parents avaient toujours rêvé pour leur fille préférée. Il était l'héritier d'une colossale fortune d'armateur du Havre, possédait une mâchoire digne d'un mannequin de GQ, et avait la profondeur intellectuelle d'une flaque d'eau. La bague de fiançailles de Victoire était une monstruosité de 5 carats qui nécessitait presque son propre code postal. Dès l'instant où elle a glissé à son doigt, mon mariage a officiellement cessé d'exister dans l'esprit de mes parents. Au début, ce n'était que leur favoritisme habituel, les dîners de famille se transformant en monologues sur le manoir familial de Côme à Deauville. Ma mère, Béatrice, qui avait promis de m'aider à choisir les compositions florales, est soudainement devenue trop débordée par la fête de fiançailles de Victoire pour me rappeler. J'ai laissé couler. J'y étais habitué et Gabriel et moi financions de toute façon notre propre mariage. Mais le véritable coup de poignard est survenu 3 mois plus tard lors d'un brunch dominical dans la propriété de mes parents. Nous étions assis sur la terrasse quand Victoire a tapoté son verre de mimosa avec une cuillère en argent. Côme et moi avons enfin choisi une date, a-t-elle annoncé, les yeux brillants d'une joie théâtrale et frénétique. Nous ferons un mariage de fin d'été, le 14 septembre. Le silence à table fut si absolu que l'on pouvait entendre le bourdonnement lointain des tondeuses de la propriété voisine. Gabriel a serré ma main sous la table. J'ai dévisagé ma sœur, attendant la chute de la blague. Victoire, ai-je dit lentement. C'est le jour de mon mariage. Tu le sais très bien. Nous avons envoyé les invitations il y a 5 mois. Victoire a fait la moue, la lèvre inférieure en avant dans une grimace d'innocence minutieusement répétée. Je sais, Camille, mais l'astrologue des Saint-Véran a étudié nos thèmes astro et le 14 septembre est la seule date propice pour notre union cette année. En plus, le polo de Paris n'avait plus que ce samedi-là de disponible. Tu comprends, n'est-ce pas? Ton mariage n'est qu'une petite fête en province. Tu peux facilement le décaler. J'ai regardé mes parents, m'attendant à ce qu'ils interviennent pour souligner la folie absolue de sa demande. Au lieu de cela, mon père, Charles-Henri, s'est raclé la gorge et a évité mon regard. Camille, sois raisonnable, a dit ma mère en beurrant un croissant sans lever les yeux. Les Saint-Véran ont des invités internationaux qui viennent exprès. La logistique est incroyablement complexe. Ton petit rassemblement champêtre est charmant, mais le mariage de Victoire va être un événement mondain majeur. Tu ne peux décemment pas t'attendre à ce qu'elle fasse des compromis. Il ne me posait pas la question. Il me donnait un ordre. La hiérarchie avait parlé. Les retombées de ce brunch ont été rapides et brutales. J'ai refusé de changer ma date. J'ai dit à Victoire qu'elle était libre de se marier quand elle le souhaitait,
mais que Gabriel et moi conservions notre lieu. Je pensais que l'affaire s'arrêterait là, que nous aurions simplement 2 mariages le même jour et que notre famille devrait se diviser ou faire un choix. J'avais largement sous-estimé la capacité de trahison de mes parents. 2 semaines plus tard, j'ai été convoqué dans la bibliothèque lambrissée d'acajou de mon père. Ma mère était assise sur le canapé en cuir, serrant une tasse d'Earl Grey comme si c'était une bouée de sauvetage. « Il faut que nous parlions de ton entêtement », a commencé mon père en omettant toute formule de politesse. Victoire est terriblement angoissée. La mère de Com commence déjà à faire courir des rumeurs sur des tensions familiales. Nous déboursons plus de 200 000 € pour la réception de Victoire. Camille, nous ne pouvons pas être à 2 endroits en même temps. Alors vous devrez choisir, ai-je répondu d'une voix étrangement calme. C'est déjà fait, a cinglé ma mère, abandonnant toute illusion de chaleur maternelle. Nous accompagnerons Victoire jusqu'à l'hôtel. Elle a besoin de nous. La famille de Com s'attend à ce que nous tenions notre rang. Si tu t'obstines à maintenir cette date, tu te marieras sans ta famille. Sans parents, sans tante, sans cousins. J'ai déjà parlé à toute la famille élargie. Ils s'accordent à dire que tu es totalement déraisonnable et jalouse. Ils avaient lancé une attaque préventive. Ma mère avait utilisé les ragots familiaux comme une arme, me dépeignant comme une vieille fille amère et jalouse qui essayait intentionnellement de saboter les débuts mondains de sa petite sœur. Tante Ségolène m'a laissé un message vocal cinglant me traitant de personne rancunière. Mon cousin Gauthier m'a envoyé un texto me disant d'arrêter de faire l'enfant gâté et de laisser Victoire profiter de son grand jour. En regardant mes parents dans cette pièce froide et luxueuse, j'ai été envahi par un profond sentiment de lucidité. J'avais passé ma vie entière à essayer de mériter une place à une table qui ne m'avait jamais été destinée. D'accord, ai-je dit. Mon père a cligné des yeux, s'attendant visiblement à une dispute. D'accord, tu vas changer la date? Non, ai-je répondu en me levant. D'accord, vous avez fait votre choix. Vous n'avez plus à vous soucier de ce conflit. Toi, maman, et tous ceux qui ont reçu mon invitation êtes officiellement des invités. Passez un excellent moment au Polo de Paris. Je suis sorti de la maison sans me retourner. Quand je suis rentré dans notre appartement parisien, je me suis finalement effondré. Gabriel m'a serré dans ses bras sur le sol de la cuisine pendant 1 heure, sa propre colère bouillonnant juste sous la surface. Il a proposé d'annuler la grange, d'aller à la mairie, de partir nous marier en cachette à l'étranger, tout ce que je voulais pour échapper à l'humiliation. Mais à mesure que mes larmes séchaient, une émotion différente a pris le dessus. Ce n'était pas seulement de la colère. C'était un désir féroce et protecteur de réclamer mon bonheur. Je n'allais pas laisser Victoire réduire mon mariage à un événement pathétique. J'ai levé les yeux vers Gabriel, qui cherchait frénétiquement des dates disponibles à la mairie sur son téléphone. Annule la grange, lui ai-je dit d'une voix qui se stabilisait. Mais nous n'irons pas à la mairie. Je me suis dirigé vers le secrétaire antique de notre salon, j'ai déverrouillé le tiroir du bas et j'en ai sorti un épais porte-document relié en cuir. Je l'ai tendu à Gabriel. Il l'a ouvert, fronçant les sourcils en parcourant les documents légaux italiens, les actes de propriété et les photographies architecturales sur papier glacé. Camille, qu'est-ce que c'est? Quand Dumont et Lambert a racheté mon entreprise l'année dernière, je ne me suis pas contenté de placer l'argent dans un fonds indiciel, ai-je expliqué, un petit sourire perçant enfin sur mon visage. Je voulais quelque chose de tangible, un investissement, un refuge, un endroit qui soit entièrement à moi, loin du vacarme snob de Neuilly. Gabriel fixait une photographie d'un vaste domaine en pierre du XVIIe siècle entouré de cyprès centenaires, d'olivraies parfaitement entretenus et d'une piscine à débordement qui semblait plonger dans les collines ondoyantes du Val d'Orcia. C'est la Villa di Fiori, ai-je dit doucement. C'est un domaine de 8 millions d'euros en Toscane, et il est à moi, entièrement payé. Gabriel était sans voix. Il a regardé l'acte de propriété, qui portait clairement le nom de Camille de Rochemont, puis m'a regardé. Tu possèdes une villa toscane. Un véritable palais. C'est exact, et elle possède une chapelle consacrée sur le terrain, une cuisine professionnelle et assez de suite pour loger 40 personnes confortablement. J'ai pris ses mains. Nous allons utiliser l'argent économisé pour le mariage dans la Loire. Nous allons envoyer de nouvelles invitations sur du papier cartonné épais à nos 40 amis les plus proches et à notre famille de cœur. Nous allons les emmener en Italie. Tous frais payés. Nous allons nous marier dans ma villa. Le choc de Gabriel s'est fondu en un sourire éclatant et malicieux.
Un domaine italien secret. Mon Dieu, qu'est-ce que je t'aime. Au cours des mois suivants, tandis que Victoire se transformait en un cauchemar hurlant, gérant une liste de 400 invités, se disputant avec la mère autoritaire de Côme au sujet des ronds de serviettes et vidant les comptes bancaires de mes parents. Gabriel et moi avons discrètement orchestré un véritable chef-d'œuvre. Nous avons engagé un chef étoilé Michelin de Florence. Nous avons organisé des chauffeurs privés pour récupérer nos amis à l'aéroport de Rome. Nous avons gardé le secret absolu sur les réseaux sociaux. Pour mes parents et ma famille élargie, j'avais simplement disparu dans un silence humilié, pensant mes plaies après avoir été éclipsé par l'enfant chéri de la famille. Ils n'avaient aucune idée que pendant qu'ils se préparaient pour une parade guindée et épuisante dans leur cercle mondain, je me préparais à accueillir l'événement de ma vie. Le décor était planté, et la collision inévitable. Le 14 septembre est arrivé, apportant avec lui une étude de contraste profonde, presque digne d'un film. Si j'avais engagé un scénariste pour écrire le karma de ce week-end-là, il m'aurait dit que c'était beaucoup trop exagéré. À Paris, une tempête d'automne aussi précoce qu'imprévue et impitoyable a décidé de s'abattre sur la journée parfaitement orchestrée à $250 000 de Victoire et Côme. J'apprendrai plus tard les détails atroces, minute par minute, grâce à ma cousine Clémence. Clémence était la seule membre de la famille qui s'était secrètement excusée auprès de moi pour le comportement de mes parents, promettant d'agir comme mon agent double attitré. Tout au long de la journée, elle s'est cachée dans le vestiaire en acajou du Polo de Paris, m'envoyant sur mon téléphone des dépêches frénétiques et extrêmement détaillées par SMS. Selon Clémence, la matinée a commencé par un événement météorologique catastrophique qui a détruit en 20 minutes les arches florales extérieures fabriquées sur mesure. La pluie torrentielle horizontale a transformé la pelouse immaculée en un marécage boueux, réduisant les orchidées blanches importées en de tristes touffes de compost meurtri. Les 400 invités de Victoire, le Gotha de la vieille bourgeoisie et de l'élite patronale française, ont été rassemblés sans ménagement dans un salon secondaire étouffant qui empestait agressivement la laine humide, la soie mouillée et la panique collective. Victoire, qui n'avait pas dormi et carburait à une poussée d'adrénaline terrifiante digne d'une fiancée tyrannique, aurait eu une dispute hurlante avec la mère de Côme, Éléonore de Saint-Véran, concernant la nécessité soudaine de réorganiser le plan de table. La robe de mariée haute couture de Victoire a traîné dans une flaque d'eau dans le hall, tachant l'ourlet d'une nuance distincte de vase. Côme, souffrant d'une violente gueule de bois après un enterrement de vie de garçon qui s'était magiquement prolongé du jeudi soir jusqu'au vendredi matin, n'arrêtait pas de s'éclipser aux toilettes. Il empestait le vieux whisky et la menthe, et quand est venu le moment de la cérémonie, il s'est complètement emmêlé dans ses vœux, appelant Victoire par le prénom de son ex-petite amie lors d'un bégaiement terrifiant d'une fraction de seconde qui a plongé la salle dans un silence de mort. Mes parents, Charles-Henri et Béatrice, ont passé toute cette réception angoissante à essayer de limiter les dégâts. Ils arboraient des sourires crispés et exsangues tout en perdant des fortunes, signant des chèques en blanc au personnel du traiteur pour les heures supplémentaires juste pour garder cette foule mondaine agitée et mécontente abreuvée de champagne médiocre. C'était un désastre suffocant et purement théâtral. À des centaines de kilomètres de là, sous le ciel infiniment bleu et dégagé du Val d'Orcia, Gabriel et moi nous sommes réveillés avec l'odeur de l'espresso frais, du jasmin en fleurs et de la focaccia sortant du four. Il n'y avait aucune précipitation. Il n'y avait aucune anxiété. Nous avions 40 de nos amis les plus sincères, des gens qui nous connaissaient vraiment, nous soutenaient et nous aimaient. Alors que nous nous prélassions au bord de la piscine à débordement de la Villa di Fiori, les vieux murs de pierre du domaine du XVIIe siècle brillaient d'un or chaud sous le soleil italien du milieu de la matinée. Ma colocataire de prépa, Sarah, faisait du yoga sur la terrasse. David, l'ingénieur en chef de mon ancienne entreprise, essayait de parler un italien approximatif avec le jardinier. C'était un rassemblement de notre famille de cœur, totalement dénué de faux-semblants. Nous n'avions pas de cortège immense forcé de porter des robes en polyester assorties et inconfortables, et nous ne respections pas d'horaires stricts et angoissants. Il n'y avait pas de talkie-walkie, ni d'organisateurs d'événements faisant des crises de nerfs dans les couloirs. Nous avons passé la matinée à nager, à rire et à boire des mimosas préparés avec des oranges sanguines fraîches provenant du verger de la propriété. À 16 heures, je suis monté dans la suite parentale pour me préparer. Je n'avais pas d'équipe de maquilleurs sculptant mon visage pour me rendre méconnaissable. Je me suis maquillé moi-même, laissant mes cheveux en de douces ondulations naturelles. Je me suis glissé dans une robe nuisette minimaliste en soie sur mesure que j'avais dénichée dans un petit atelier familial à Milan. Elle ne pesait presque rien et ressemblait à de la perle liquide contre ma peau. À 17 heures, l'heure dorée a touché les collines toscanes,
baignant l'ensemble du domaine dans une lumière ambrée chaude et cinématographique. J'ai marché pieds nus sur les vieux pavés jusqu'à la chapelle consacrée privée du domaine. Je n'avais pas de père pour m'accompagner à l'autel. Et en sentant la pierre chauffée par le soleil sous mes pieds, j'ai réalisé avec une clarté absolue que je n'en avais pas besoin. Je n'étais pas une propriété transférée d'un patriarche à un mari. J'étais une femme indépendante, marchant librement vers la vie que j'avais construite et l'homme que j'avais choisi. Gabriel m'attendait à l'hôtel dans un élégant costume déstructuré en lin bleu marine. Tandis qu'un quatuor à cordes local jouait un arrangement acoustique épuré de notre chanson préférée, je l'ai vu retenir son souffle. Il a essuyé une larme, sans aucune onde de son émotion. La chapelle était éclairée uniquement par des centaines de cierges et la lumière déclinante du soleil filtrant à travers les vitraux. Nos vœux ont été chuchotés, farouchement intimes et prononcés sans le moindre bégaiement. Notre réception s'est tenue dans l'oliveraie du domaine. Nous nous sommes tous assis à une immense table continue en bois recouverte de lin naturel, placée sous des guirlandes d'ampoules Edison chaleureuses qui se balançaient doucement dans la brise du soir. Nous avions engagé le chef Lorenzo Bellini, un artiste culinaire célèbre et passionné de Florence. Lorenzo n'a pas servi de blanc de poulet caoutchouteux ni de steak trop cuit. Il a préparé un chef-d'œuvre en 6 services sous nos yeux. Nous nous sommes régalés de tajarins artisanaux à la truffe qui fondait dans la bouche. Un sanglier rôti à feu doux au romarin a suivi, ainsi qu'un immense millefeuille rustique en guise de dessert, à la place du traditionnel et rigide gâteau recouvert de pâte à sucre. Nous avons bu des vins millésimés tirés directement de ma propre cave. Il n'y a pas eu de discours forcés d'oncles éloignés, seulement des toasts touchants et hilarants de nos meilleurs amis qui nous ont fait pleurer de rire. Nous avons dansé pieds nus sous les étoiles toscanes au son d'un groupe de jazz local jusqu'à 3 heures du matin, l'air saturé par le parfum des feuilles d'olivier écrasées et du vin renversé. C'était intime. C'était authentique. Et c'était indéniablement et somptueusement parfait. Tout au long de la soirée, Alistair Montgomery, l'un des photographes éditoriaux les plus prisés d'Europe, s'est déplacé comme un fantôme parmi nous. Je ne l'avais pas engagé pour frimer auprès de mon entourage en France. Je l'avais engagé parce que son travail était de l'art pur et que je voulais capturer l'émotion sincère et sans artifice de cette journée. Il ne nous a pas demandé de prendre des poses rigides ni de mettre en scène de faux moments. Il a tout capturé de manière organique. La joie brute de notre premier baiser, les paysages majestueux et grandioses de la vallée, le luxe discret et naturel de la villa, et la paix absolue sur mon visage. Nous sommes restés à la villa pour notre lune de miel, gardant nos téléphones en mode avion et ignorant complètement le monde extérieur. Je me moquais bien du désastre parisien. J'avais gagné ma paix, ma joie et ma liberté. Mais l'univers, comme il s'avère, a un sens de l'humour féroce, et la revanche ultime pour la trahison de mes parents se préparait déjà, totalement indépendamment de ma volonté. L'explosion a eu lieu fin novembre, au moment même où la région parisienne s'installait dans le froid glacial et gris du début de l'hiver. Alistair Montgomery, notre photographe, avait demandé s'il pouvait soumettre notre portfolio de mariage à quelques publications européennes haut de gamme. Je lui avais donné le feu vert, imaginant que cela finirait comme un article chic et discret dans un magazine de niche spécialisé dans l'architecture ou le mariage. J'avais largement sous-estimé l'attrait de ma propre histoire, et j'avais complètement sous-estimé le pouvoir de la presse pour infliger un karma public absolu. Vogue France ne s'est pas contenté de publier les photos. Ils en ont fait la couverture de leur édition numérique et y ont consacré une immense double page de 10 feuillets dans leur édition papier. Le titre était une leçon magistrale de sabotage dévastateur et involontaire. La titan de l'ombre, comment la fondatrice d'une start-up de 28 ans a orchestré le mariage secret ultime dans son domaine privé toscan à 8 millions d'euros. L'article présentait des images haute résolution à couper le souffle de la Villa Di Fiori, des chefs-d'œuvre culinaires du chef Lorenzo, et de Gabriel et moi ayant l'air profondément amoureux et totalement insouciants. Mais c'est le portrait rédigé par le journaliste qui a mis le feu aux poudres. L'article détaillait le récent rachat de mon entreprise de logistique par le méga conglomérat Dumont et Lambert pour une somme astronomique à 9 chiffres, un détail que ma famille ignorait joyeusement. Il brossait le portrait saisissant d'une femme indépendante et féroce qui s'était faite toute seule et avait discrètement bâti un empire. Pire que tout, le journaliste a noté la liste intime des invités, écrivant explicitement, dans un rejet audacieux des attentes de la haute société, la mariée a choisi de célébrer sans sa famille proche avec laquelle elle a pris ses distances. S'entourant plutôt d'un cercle d'amis farouchement fidèles. Mon téléphone a sonné à 7h15 un mardi matin. L'écran affichait Béatrice de Rochemont. Je l'ai laissé sonner 3 fois,
J'ai pris une lente gorgée de mon café et j'ai répondu. Bonjour, Béatrice. Camille, a haleté ma mère. Sa voix vibrait d'un mélange frénétique d'hystérie absolue, de confusion profonde et de pure terreur. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce vogue? Clémence vient de m'envoyer un lien vers un article affirmant que tu as vendu une entreprise pour des centaines de millions d'euros et que tu possèdes un véritable domaine en Italie. Il dit que nous sommes en froid. Tout le monde au Polo Club chuchote. L'article est exact, maman, ai-je dit doucement en m'adossant contre Gabrielle, qui souriait par-dessus son journal. Tu nous as menti, a-t-elle poussé un cri perçant. Le favoritisme parental qui avait défini sa vie revenait soudainement la frapper en plein visage. Nous pensions que tu étais dans une grange en province. Nous avons subi une tempête et une réception misérable pour Victoire, et tu cachais tout cela. Pourquoi ne nous as-tu pas dit que tu possédais une telle fortune? Nous sommes ta famille. Tu ne t'es jamais posé de questions sur ma vie, ai-je répondu d'une voix glaciale et posée. Tu as seulement demandé comment je pouvais ne pas faire d'ombre à Victoire. Vous avez fait votre choix. La chute publique de l'alliance entre les Rochemont et les Saint-Véran a été rapide et brutale. Éléonore de Saint-Véran, la mère de Côme, était une matriarche de la vieille noblesse qui valorisait le pouvoir brut par-dessus tout. En lisant l'article, elle a réalisé que sa famille s'était alliée aux parents Rochemont, lourdement endettés et avides d'ascension sociale, tout en s'aliénant activement la véritable milliardaire de la famille. Les Saint-Véran se sont instantanément retournés contre Victoire. Côme, montrant déjà son vrai visage de garçon paresseux et prétentieux, lourdement dépendant d'un fonds de placement qui s'asséchait rapidement, a demandé l'annulation du mariage avant les fêtes de fin d'année. Le rêve de haute société de Victoire s'est effondré pour devenir un cauchemar spectaculaire et humiliant. Mais le rebondissement ultime, le véritable poids écrasant du karma, s'est produit une semaine plus tard dans un cadre qui ressemblait plus à une salle d'audience à haut risque qu'à un bureau d'entreprise. La société d'investissement de mon père, Rochemont Holdings, perdait discrètement de l'argent depuis des années. Pour éviter la faillite totale, Charles-Henri avait désespérément essayé d'obtenir un rachat par Dumont et Lambert. Il avait finalement obtenu une réunion d'arbitrage avec leur équipe juridique et des acquisitions. Charles-Henri est entré dans la salle de conseil stérile aux parois de verre au 50e étage de la tour Dumont et Lambert à la Défense, transpirant à travers son costume sur mesure. Il avait amené ses avocats, s'attendant à une négociation juridique épuisante sur les transferts d'actifs et les clauses de responsabilité. Il ne s'attendait pas à me voir assise en bout de la longue table en acajou. Lorsque Dumont et Lambert avaient racheté mon entreprise, je ne m'étais pas contenté de prendre l'argent. J'avais conservé une part de vote massive et un rôle de conseillère principale au sein de leur conseil des acquisitions. J'étais la fille sous-estimée, celle qui sautait les balles mondains pour écrire du code informatique. Et maintenant, je tenais tout son héritage entre mes mains. Mon père s'est arrêté net. La couleur a quitté son visage alors qu'il regardait l'équipe juridique de D&L, puis moi. Camille, que fais-tu ici? Veuillez vous asseoir, Charles-Henri, ai-je dit en ouvrant l'épais dossier juridique devant moi. Je n'ai pas souri. Nous sommes ici pour examiner la viabilité de l'acquisition de Rochemont Holdings, et en regardant ses états financiers audités, les chiffres ne mentent pas. Votre cabinet est surendetté, mal géré et juridiquement exposé. Pendant 1 heure, mon équipe juridique et moi avons systématiquement démantelé l'œuvre de sa vie. Je suis resté tout à fait professionnel, m'adressant à lui uniquement par son prénom. Il avait passé ma vie entière à me traiter comme un personnage secondaire, une nuisance sans importance comparée à Victoire. Maintenant, face à la réalité froide et dure de mon autorité au sein de l'entreprise, il s'est recroquevillé dans son fauteuil. J'ai formellement refusé le rachat. Rochemont Holdings a été laissé à l'abandon pour couler par ses propres moyens. L'acte final et désespéré de leur effondrement s'est produit 2 semaines plus tard. Gabriel et moi étions à l'aéroport Charles de Gaulle, nous relaxant dans le salon privé de première classe, nous préparant à retourner à Rome pour les fêtes. J'ai entendu le cliquetis frénétique de talons avant de les voir. Victoire, le visage émacié et dépouillé de son arrogance habituelle, a fait irruption dans le salon aux côtés de notre mère. Elles avaient réussi à retrouver l'itinéraire de mon vol, probablement par l'intermédiaire de Clémence, qui s'était finalement lassé de jouer les agents doubles et leur avait dit où me trouver. Camille, je t'en supplie, a pleuré Béatrice, poussant plusieurs voyageurs fortunés à baisser leur magazine avec surprise. Tu dois nous aider. L'entreprise de ton père fait faillite. Côme a quitté Victoire.
Le Polo Club menace de révoquer notre adhésion à cause des factures de traiteurs impayées du mariage. Tu es riche à millions. Camille, tu peux arranger tout ça. Victoire s'est avancée, les larmes coulant sur son visage. Je suis désolé. D'accord. Je suis désolé d'avoir volé ta date. Mais s'il te plaît, parle à DL, sauve l'entreprise de papa. Je n'ai plus rien. Je me suis levé lentement en prenant mon bagage à main en cuir. J'ai regardé ces deux femmes qui avaient passé 28 ans à me faire sentir complètement invisible. Je ne ressentais plus de colère. Je ressentais juste un immense soulagement de n'être plus lié à leur monde chaotique et superficiel. Je ne peux pas réparer des fondations construites sur du bois pourri, ai-je dit doucement. L'annonce d'embarquement pour notre vol a résonné dans les haut-parleurs du salon. Gabriel a posé doucement sa main dans le creux de mon dos. J'ai tendu mon billet à l'hôtesse du salon, je suis passé devant ma mère et ma sœur et j'ai descendu la passerelle vers ma nouvelle vie, les laissant exactement là où elles devaient être, clouées au sol et reléguées au passé. Parfois, le plus beau cadeau que les familles toxiques puissent vous faire est leur absence. Lorsqu'elles coupent les ponts, elles s'attendent à ce que vous tombiez, ignorant totalement que vous savez déjà voler. Ma sœur a eu sa parade mondaine au club et j'ai eu la paix. Je me suis construit une vie magnifique selon mes propres règles, entouré uniquement de personnes qui veulent vraiment me voir briller. Et très franchement, le soleil toscan me va à la perfection.